Depuis 2007, je suis fan de catch. Donc comme beaucoup d'entre vous, j'ai découvert le catch sur NT1 à l'époque où ça passait sur la télé. Voilà, je regardais ça avec ma mère et je me rappelle, on s'ambiançait sur les commentaires de Christophe Ajus et Philippe Chéreau avec leur fameux « par-dessus la troisième corde ». Vous l'avez tous entendu celui-là. Même Dylan Broza qui vient d'être projeté par-dessus la troisième corde. Oh, cette Rollins aussi envoyée par Marc-André Houssin par-dessus la troisième corde. Vous pensez quoi du catch? Voilà, j'ai répondu. Qui socio. Non mais en vrai, c'est quoi votre... En vrai, Ouais. c'était bien en 2007. C'est du divertissement d'américain prépubère. Je sais très bien ce que vous vous dites. Vous vous dites mais le catch c'est du chiqué, gna gna gna, ce sont juste des mecs et des meufs en slibard et qui jouent la comédie, blablabla. Mais oui, exactement. Et c'est parce que c'est de la comédie qu'on prend du plaisir à regarder. Regarder le catch américain, en fait, c'est comme regarder une série. T'as des histoires, t'as des types très talentueux qui jouent et qui essayent de t'emmener dans leur univers. Et c'est pas un hasard si parmi les plus grosses stars hollywoodiennes à l'heure actuelle, on retrouve pas mal de catcheurs. Par exemple Dwayne Johnson, aka The Rock, Dave Bautista qu'on a retrouvé dans pas mal de films comme Les Gardiens de la Galaxie, dans certains James Bond, etc. Ou encore John Cena qu'on a vu dans Transformers ou dans la récente série The Peacemaker et qui est actuellement à côté de moi pour cette vidéo. You can't be crying. John Cena shouldn't be crying. The Rock and all the millions and millions. We've seen your awful movies. You don't see us crying. Et là, je vous vois venir, vous vous dites mais on n'est pas chez Sturi ici, Zapania c'est pas censé être une scène de catch, il est où le rapport? Et en fait, il est exactement là le rapport, c'est que le Japon, c'est l'un des grands pays phares du catch avec les États-Unis et le Mexique. En anglais, catch, ça se dit pro wrestling, et du coup en japonais, ça devient puro wrestling. Mais vu que les japonais, en fait, ils aiment bien raccourcir tous les mots qui ont plus de 4 syllabes, un peu comme McDonald's qui devient Make ou Family Mart qui devient Famima, et bien en japonais, en fait, pro wrestling devient puro wrestling, tout simplement. Ça y est, Wrestle Kingdom, j'ai mon ticket pour le plus gros show de l'année au Japon. Ça m'a coûté à peu près 70 €, voilà. Donc je suis pareil, j'ai hâte de voir ça. C'est le plus gros événement de catch derrière WrestleMania en fait. C'est l'équivalent japonais. Et hâte d'en découdre de voir ces gros matchs qui vont être proposés demain sur la carte. Et donc le catch japonais, ce fameux puroresu, non seulement il fait des millions d'émules ici au Japon, mais il rayonne également à l'international. Preuve en est, il y a une multitude d'étrangers qui viennent en fait pour assister à Wrestle Kingdom, en fait, qui est le WrestleMania japonais, le plus gros événement de catch de l'année ici au pays du soleil levant. Wrestle Kingdom, le WrestleMania japonais, c'est pas la première fois que j'y vais. J'y suis déjà allé plusieurs fois ici au Japon, mais depuis la pandémie, je suis pas allé, voilà, tout simplement parce que il y avait des limitations qui faisaient que c'était moins agréable, je pense, de profiter d'un show de catch. Donc là voilà, 3 ans plus tard, j'y retourne. Bon les amis, c'est trop stylé, en vrai il y a pas mal de monde. En fait il faut se dire que là c'est le nouvel an au Japon, on est le 4 janvier. Et du coup le 4 janvier normalement il y a tout le monde qui est encore en vacances, etc. Et du coup le fait qu'il va y avoir 20 000 personnes réunies au Tokyo Dome ici là, ça va être dingue, hein. Vous vous rendez pas compte du truc. Pour vous donner un peu une idée de la popularité de la discipline à l'époque, en fait dans les années 1950-1960, le pro-wrestling était aussi populaire que le baseball ou encore le sumo. アメリカと日本の多分一番大きな違いは、アメリカは結構ドラマっていうシーンがこう重要視されるようなこうストーリーが、重要なプロレスかと思うんですけど、日本はどちらかというとそのストーリー部分は削りつつ、あくまでこう試合の中で見せるっていうのが一番の魅力かなと思ってます。 Considéré comme un véritable sport, le catch japonais a connu un véritable âge d'or jusque dans les années 1970, même si, à l'heure d'aujourd'hui, cela reste quelque chose de très populaire. Là où le catch américain met l'aspect sur le storytelling, l'aspect théâtral et l'entertainment, le pro wrestling, lui, se distingue en prenant la forme de véritables combats et dont l'un des styles principaux, appelé strong style, fait la part belle aux coups plus violents et aux prises de soumission. La plupart des catcheurs japonais sont issus d'un art martial ou de la lutte, ce qui fait qu'aux yeux du grand public, eh bien, le pro wrestling a une véritable image de sport de combat. やっぱそうですね。そのスポーツでありショーなんで、つまんない試合がないっていうのがいいところかなっていう。確かに外れないね。そうですね。アメリカのプロレスと何が違いますか？でも日本の方がなんかバチバチしてるなって感じはするかもしれない。そうですね。アメリカはむしろなんか見せる感じがしてるので、ショーの感じが強いのがアメリカで。 みたいな感じ。肉体と肉体を本当にぶつけ合ってっていう感じのなんかバチバチな感じは日本の方があるかなって。La première véritable star du pro wrestling japonais, c'était dans les années 1950 et c'était Rikidozan. En fait, il faut savoir qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il y avait un sentiment anti-américain qui était assez fort. Et donc ce type, il réussissait à fédérer les Japonais autour de lui parce qu'en fait, il battait pas mal d'étrangers, donc des lutteurs étrangers, et il les battait avec son style caractéristique, son fameux karate chop. Donc une technique qui se veut un peu japonaise pour battre des étrangers, donc ça permet un peu de faire table rase du passé.
C'est ensuite et surtout Antonio Inoki qui a fondé la plus grande fédération de catch japonais à ce jour, la Shin Nihon Pro-Resu, ou la New Japan Pro Wrestling pour les non-japonophones. La NJPW a d'ailleurs vu passer ces dernières années dans son rang parmi les meilleurs catcheurs au monde, Chris Jericho, Brock Lesnar, AJ Styles, Kenny Omega et j'en passe bien d'autres. Et là je vous vois encore venir, vous êtes en train de vous dire mais il va nous faire quoi toute la genèse du catch japonais celui-là ou quoi? Non, en fait si je vous parle de tout ça, c'est pour que vous compreniez bien pourquoi l'image du catch au Japon est ce qu'elle est, pourquoi est-ce qu'elle a une image de sport de combat, alors qu'en France on va avoir une image de catch de combat de coq, full monoï, une image entre guillemets moins glorieuse. Antonio Inoki, qui dès son plus jeune âge était baigné dans les arts martiaux, a voulu se démarquer des fédérations américaines qui jouaient beaucoup sur le principe de gimmick, avec des personnages, vous savez, des gentils et des méchants. Inoki voulait vraiment élever le statut du pro-wrestler en lui offrant une véritable forme de combat. Et puisqu'on parle de combat, vous connaissez tous le manga ou l'anime Baki, c'est un truc de baston, voilà, et forcément en fait, vu que Antonio Inoki c'est vraiment un symbole ici au Japon, c'est un personnage très important, et bien il apparaît dans Baki sous le nom de Kanji Igari. Donc voilà, pour tous ceux qui ont la ref, vous connaissez les bails. Dans cette volonté de rendre légitime le pro-wrestling dans les années 1970, il a décidé d'affronter dans de vrais combats des karatékas, des judokas, mais aussi des boxeurs. Et le boxeur qui va croiser le chemin d'Antonio Inoki, ce n'est nul autre que l'immense, le géant, la légende, Mohamed Ali. Ouais, c'est assez improbable comme match-up. When your fist connects with my chin, take care that your fist is not damaged. And if you think I'm just talking, you will see. I promise you, this shall be no contest. Alors le match a été considéré comme une énorme déception par beaucoup puisqu'il n'y a pas eu de vainqueur et que toute la physionomie du match était un petit peu bizarre, mais il y a eu beaucoup de communication faite autour de l'affiche. Et puis vous connaissez les bails les amis, tout buzz est bon à prendre, donc ça a permis de donner un petit coup de projecteur justement au pro-wrestling japonais sur la scène internationale. Pour vous montrer à quel point en fait le mindset est différent dans le pro-wrestling, laissez-moi vous raconter quelques anecdotes dans des matchs d'Antonio Inoki qui ne se sont pas vraiment passés comme prévu. Vous le savez, dans le catch, l'issue d'un match est décidée à l'avance, sauf que parfois les choses peuvent mal tourner dans le ring entre les catcheurs qui peuvent finir par vraiment se foutre sur la gueule. C'est ce qui s'est passé en 1976. Antonio Inoki affronte le Pakistanais Akram Pahalwan. Akram aurait été très peu coopératif durant le match et aurait même mordu Inoki. À partir de là, plus rien ne se passe comme prévu dans le script, c'est devenu un véritable combat et le Pakistanais a fini avec le bras blessé après une véritable prise de soumission d'Inoki. Et ça, ce n'est pas vraiment un fait isolé puisque ça arrivait à plusieurs reprises, dont une fois un an plus tard en fait, parce qu'Antonio Inoki affrontait un autre Antonio, il affrontait Antio Baricevic. Un strongman qui non seulement refusait de vendre les coups d'Inoki, mais en plus était assez violent. S'il y a bien une personne à qui il ne faut pas manquer de respect et jouer à ce petit jeu-là, c'est bien Antonio Inoki. Il l'a mis KO après plusieurs claques et coups de pied dans la tête jusqu'à ce que le match soit stoppé. Le respect, c'est quelque chose d'essentiel dans le pro-wrestling et c'est ça qu'Antonio Inoki a essayé de glaner auprès des autres sportifs, auprès de l'opinion populaire. Et en fait, tout ça, ça ne pouvait marcher sans une extrême rigueur, un devoir de qualité dans les prestations fournies dans le ring. Autre petite anecdote, tellement irrité par la prestation insipide de deux catcheurs étrangers à la NJPW, Antonio Inoki est sorti de ses gonds et il a marché droit vers le ring, vert de rage face à la médiocrité offerte au public. Il a décidé de faire stopper le match et renvoyer les catcheurs chez eux. Bah ouais, au Japon, en fait, le client il est plus qu'un roi, donc tu peux pas lui donner à manger du whiskas. Logique. Un petit truc que j'aime un petit peu moins avec le catch japonais, c'est que vous savez aux États-Unis en fait, vu qu'il y a des catcheurs qui ont des rôles de gentils et de méchants, vous allez acclamer les gentils, huer les méchants et du coup il y a une sorte d'ambiance, vous voyez, un peu comme dans les stades de foot avec du brouhaha, des broncas, ce genre de choses. Ici au Japon c'est beaucoup plus lisse en fait, tu vois les Japonais ils vont surtout applaudir en fait les catcheurs, il n'y a pas vraiment de gentils, de méchants, etc. Donc c'est assez rare en fait que tu entendes des broncas et du coup l'ambiance, bah, elle est cool, elle est sympathique. Mais il y a un petit peu moins genre de tension, de pression que tu peux sentir comme dans un stade de foot, genre en mode d'euphorie où t'es là, t'es à fond, etc. C'est plus, tu profites en fait comme un match de foot, comme un match de baseball, c'est vraiment, c'est un sport en fait ici, voilà, c'est un sport, tu applaudis les sportifs, tu respectes les performances de chacun, il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant.
Un autre truc intéressant les amis, c'est qu'il y a beaucoup de groupes de femmes qui viennent entre elles juste pour profiter du spectacle. Donc en gros le catch c'est pas forcément un truc uniquement masculin, il faut savoir qu'il y a pas mal de fédérations de catch féminin, la Stardom par exemple, où voilà, ce ne sont que des catcheuses et il y a beaucoup de gens au Japon qui vont voir ce genre de show. 女性が日本でも見に行く理由ですよねでもやっぱなんかどのスポーツもそうかもしれないですけどビジュアルがまずあるんじゃないですかね日本のファンも多分最初女の子でもビジュアルが好きで実際プロレスの沼に入っていくこともあるから、かっこいい選手が多いんだと思います、きっと体も昔と違ってバキバキの選手が多いから昔はぽっちゃりが多かったけどDonc voilà, le catch ça a une place spécifique dans le paysage sportif japonais, ça m'a fait extrêmement plaisir d'en parler sur la chaîne. Je sais que c'est pas la vidéo qui va faire des vues ou quoi que ce soit, mais partager sa passion, ça n'a pas de prix. Pour moi de pouvoir mettre en lumière un petit peu tout ça, cette discipline, bah, c'est avec grand plaisir que je le fais. Pas forcément le pro-lesseux, mais le catch américain tient aussi une place assez particulière dans mon cœur parce que c'est aussi la chose qui a fait que j'ai pu devenir bon en anglais parce qu'à l'époque je regardais ça en version originale, donc en anglais sans sous-titres, sans rien. Et vu que tu consommes comme ça de ce genre de contenu chaque semaine en fait pendant des années, eh bien forcément ton écoute, ton oreille, ton vocabulaire se développe de façon exponentielle. Donc voilà, trouvez-vous votre petite passion qui va vous permettre justement d'apprendre la langue de votre choix. Sur ce, moi je vous dis merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires quels sont vos recommandations, vos meilleurs matchs de catch que vous avez vus dans votre vie. Pour moi, forcément, tous les matchs de Kenny Omega, ce sont des masterclass. 今日はウィル・オスプレイ対ケニー・オメガ気持ちわかる。僕も。Oh, The Cleaner, Kenny Omega. Et s'il y a bien un match à regarder pour être initié au pro-lesseux japonais, eh bien c'est bien le Kazuchika Okada contre Kenny Omega à Wrestle Kingdom. Voilà, c'est ma petite recommandation, dites-moi la vôtre. Et sur ce, moi je vous dis tchou bye bye et à la semaine prochaine.